soyez les bienvenus dans Une semaine dans le monde. Un déluge de feu s'est abattu sur Gaza il y a maintenant 2 mois. Des frappes d'une rare intensité, plus de 17 000 morts selon le Hamas. Une riposte au massacre de 1200 Israéliens le 7 octobre dernier. De l'aveu même de la rapporteure spéciale des Nations Unies dans les territoires occupés, l'existence des Palestiniens est aujourd'hui menacée. Il faut arrêter la furie et la rage d'Israël. Ce sont les mots de Francesca Albanese. Autre région du monde, autre conflit, l'Ukraine face à l'invasion russe. Si Poutine prend l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas là, avertit Joe Biden, une mise sous pression du Congrès américain. Et puis la reprise des négociations à Dubaï ce vendredi, après quelques heures de pause, le président de la COP28 l'assure, cette conférence est déjà entrée dans l'histoire, vrai ou faux. On en débattra. Vous avez les 3 thématiques que nous allons aborder ce soir avec vous. Sarah Grira, bonsoir Sarah. Bonsoir. Rédactrice en chef à Orient 21. À vos côtés, Patricia Lémonière. Bonsoir à vous, grand reporter. Laure Simoès est également parmi nous ce soir. Bonsoir à vous, Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme tous les vendredis, ou presque. Et puis Avec à vos plaisir. côtés, Jean-Christophe Ploquin, ravi de vous recevoir aussi ce vendredi. Vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Bonsoir. Merci à tous les 4. Évidemment, le sujet qui s'impose depuis 2 semaines, depuis 2 mois, maintenant, si seulement 2 semaines, mais 2 mois maintenant, c'est cette guerre au Proche-Orient, guerre sur Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé de ses voeux une nouvelle fois un cessez-le-feu. Un vote doit se tenir en ce sens au Conseil de sécurité ce soir. On va écouter Antonio Guterres et puis je vous fais réagir juste après. J'exhorte le Conseil à faire tout son possible pour qu'un cessez-le-feu humanitaire soit immédiatement mis en place, afin de protéger les civils et leur apporter de l'aide humanitaire vitale. Le monde nous regarde, l'histoire nous regarde. Nous devons agir maintenant. Il y a très clairement un risque d'aggraver les tensions déjà existantes qui menacent la paix et la sécurité internationale. Le risque d'un effondrement du système humanitaire est étroitement lié au manque total de sécurité pour nos équipes à Gaza, ainsi qu'à la nature et l'intensité des opérations militaires qui limitent sérieusement notre accès aux personnes dans le besoin. Voilà, ces appels à une trêve humanitaire, un cessez-le-feu même, ont été multipliés par le secrétaire général des Nations Unies. Pourtant, Sarah, je vous donne d'abord la parole. Et pourtant, le gouvernement israélien, le Premier ministre israélien maintient cette riposte, ce déluge de feu qui s'abat sur Gaza. Est-ce que, quelque part, il tente, à travers ces opérations, comme il le dit d'ailleurs, de s'acheter une paix durable, ou au contraire, c'est une guerre éternelle qui est livrée et qui sera livrée à la population palestinienne? Déjà, si c'est la paix des cimetières qui veut de cette paix-là, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une paix. Et puis, c'est la 5e guerre, je crois, en quelques années, depuis 2008-2009 que connaît Gaza. Quand est-ce que ça a acheté une quelconque paix pour les Israéliens, en fait? Ça n'a jamais été la solution de répondre, en fait, par un déluge de feu, et ce qui est justement paradoxal quand on voit la réalité, quand on voit l'actualité, et quand on entend en fait le discours de l'ONU, le fossé qu'il y a entre justement une institution qui est aujourd'hui complètement en fait désarmée, qui n'a aucun moyen de faire appliquer en fait sa volonté, de faire appliquer le droit international sur lequel elle a été construite en fait, en face, un État qui jouit d'une impunité totale, parce que ce n'est pas seulement Israël, c'est aussi tous les alliés occidentaux d'Israël qui refusent en fait de faire pression sur cet État, qui continue de manière active ou passive à le soutenir. Et c'est effectivement désespérant en fait de voir à quel point aujourd'hui le droit international est complètement bafoué, et que l'ONU, qui s'est quand même fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur quand même l'esprit de plus jamais ça, se retrouve aujourd'hui totalement désarmé et incapable en fait de faire arrêter un génocide. C'est aussi l'analyse que vous feriez, Patricia, ce sentiment d'impuissance, en tout cas cette impuissance des Nations Unies encore plus dans ce conflit. On l'a déjà vu ces dernières années, mais encore plus dans cette guerre. Oui, moi, je dirais que les Nations Unies, paradoxalement, sont presque construites pour être impuissantes. C'est ça le paradoxe, parce que dans la mesure où on a
Les Nations Unies, l'Assemblée générale n'a aucun pouvoir, on le sait, c'est pas elle. Donc c'est le Conseil de sécurité. Et au sein du Conseil de sécurité, il y a eu, avant, pendant la guerre froide, il y avait 2 blocs qui s'opposaient l'un et l'autre et donc qui paralysaient le Conseil de sécurité. Et là, on voit qu'on a une nouvelle forme de guerre qui n'est plus froide, mais qui est entre l'Occident et on va dire... un autre bloc, parce qu'on ne peut pas dire le Sud global, puisqu'il y a bien d'autres pays que du Sud global qui sont dans ce conflit. Et donc, à l'intérieur du Conseil de sécurité, de nouveau, on a la paralysie, parce que dès que l'un propose une résolution, eh bien, il faut pratiquement que l'autre s'y oppose. Il y a eu un cas, là, récemment, où tout le monde s'est plus ou moins accepté l'idée de la trêve. Là, il était plutôt question de cesser le feu. Donc, les Américains ne veulent pour l'instant pas en parler. Ils veulent bien entendre parler, effectivement, de trêve. Quant aux autres alliés d'Israël, ils n'ont, faut arrêter de plaisanter, ils n'ont aucun moyen de pression. C'est pas la France qui va faire pression sur Israël. Donc seuls les États-Unis aujourd'hui peuvent retenir le bras. Le seul pays qui est capable de faire pression effectivement sur Israël, pour l'instant, si tant est que Benjamin Netanyahou ait envie de l'écouter, c'est effectivement les États-Unis, en coupant les livraisons d'armes. Mais même si Biden voulait couper les livraisons d'armes, le Congrès voterait contre. Et donc vous voyez, c'est... Et pourtant, il y a un blocage en ce moment même aussi autour d'une aide financière. On parlera peut-être ultérieurement, mais il voterait contre. Donc on est dans une situation où la communauté internationale est impuissante face à un pays qui veut mener une guerre outrancière jusqu'à l'élimination pratiquement, à raser carrément Gaza. Et ça donne le là de tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, où c'est le pouvoir du plus fort qui s'impose. Je pourrais parler de l'Azerbaïdjan, on pourrait parler des coups d'État en Afrique, on a l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus que ça, c'est la force qui s'impose. Malheureusement sur les citoyens et les civils. Jean-Christophe Bloquin, Patricia a souligné à l'instant l'aide des États-Unis dans cette guerre qui prend aussi une autre forme. Alors il y a bien évidemment ces munitions, ces bombes fournies par Washington. Et puis il y a cette guerre sur laquelle on s'appuie désormais sur l'intelligence artificielle. Israël a les moyens de la poursuivre, cette guerre, aussi longtemps qu'elle le souhaite. Oui, je pense qu'il y a d'une part un objectif militaire qui est poursuivi par Israël. Alors lequel? Rappelons-le. Détruire l'organisation, la branche militaire du Hamas. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les pertes dans les rangs du Hamas? Est-ce qu'on sait à quel point il a été fragilisé ou pas? Je pense que régulièrement, Israël annonce des pertes, effectivement, désigne, authentifie en quelque sorte des personnes, des chefs militaires du Hamas qui ont été tués. On sait que les 2 principaux responsables n'ont toujours pas, enfin en tout cas Israël n'a pas déclaré qu'ils avaient été tués ou attrapés. Donc il y a cet objectif militaire qui, donc l'armée israélienne met tous les moyens pour arriver à cet objectif de destruction de l'organisation militaire du Hamas. Et comme on est dans un tissu urbain extrêmement dense, finalement, la protection des civils passe au 2e niveau derrière cet objectif militaire. Mais je vois aussi un autre aspect dans cette action armée d'Israël qui, là, en revanche, ne ressort plus d'une stratégie militaire. Stratégie militaire, on peut la comprendre dans la mesure où le Hamas a perpétré l'attaque du 7 octobre qui a fait au moins 1200 morts. Et ça, c'est tout État qui est attaqué comme ça a le droit de se défendre. Ça, c'est clair. Si la France était attaquée comme ça, elle se défendrait. Quand il y a eu les attentats du Bataclan, la France a participé à des actions contre Daesh en Syrie et en Irak. Donc là, que Israël puisse se défendre, c'est normal, entre guillemets. Mais il y a un deuxième point qui est, en revanche, qui m'apparaît au-delà de l'objectif militaire, qui est la volonté, une sorte de volonté de châtiment. C'est-à-dire de punition collective, c'est-à-dire qu'au-delà du Hamas, qui effectivement a appuyé sur le bouton et a déclenché une sorte de cycle de violence extrême, et il le savait, qu'il allait déclencher ce l'un des objectifs du Hamas. Mais donc, il y a cette volonté d'Israël, visiblement, le cabinet israélien, des ministres qui sont très à l'extrême droite en Israël, pour lequel c'est tout le peuple palestinien qui doit payer, c'est tout le peuple palestinien qui doit endurer des souffrances extrêmes
pour les dissuader de recommencer. Donc ça, c'est un petit peu dans des stratégies longues d'Israël, c'est taper tellement fort qu'on du nord vers le sud, une carte s'affiche, voilà, pour illustrer vos propos, Jean-Christophe, du nord vers le sud. Ça se déplace, effectivement. Ces attaques, ce châtiment collectif, cette punition, je rappelle le bilan fourni par le Hamas, même si encore une fois, ce sont pour l'heure les chiffres sur lesquels on s'appuie qui peuvent permettre le doute. Plus de 17 000 morts, plus de 6 000 enfants. Je voudrais qu'on écoute tous ensemble le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, qui était sur place, qui était dans la bande de Gaza. On va l'écouter et je vous fais réagir. Cette guerre contre les enfants a repris avec une férocité à un niveau supérieur à tout ce que nous avons vu dans le sud et certainement au nord. Une guerre contre les enfants. On ne peut pas rester indifférent à de tels propos. Une guerre contre les enfants. Il avait d'ailleurs tenu le même discours. Il était à l'intérieur d'un hôpital dans la zone de Khan Younes. Est-ce que quand on voit ces chiffres, ce qui me frappe depuis importants, plusieurs jours, c'est la façon dont les agences humanitaires, les spécialistes des situations d'urgence, essayent de trouver les mots pour expliquer que c'est vraiment l'enfer. Que c'est l'enfer, effectivement, pour les enfants, que c'est l'enfer pour les femmes, pour les civils. Et que des humanitaires sont aujourd'hui prêts à quitter le territoire parce qu'ils ne peuvent plus honorer leur mission, ils ne peuvent plus soigner, accompagner les civils. Oui. Donc voilà, c'est l'enjeu de frappes qui vont être soit indiscriminées, soit dans lequel l'objectif est peut-être un objectif militaire entre guillemets, mais tant pis pour les civils qui sont autour. Même si l'armée israélienne donne très régulièrement des ordres d'évacuation, donc envoie des messages en amont pour dire quittez cette zone aux civils, quittez cette zone parce que vous allez être exposés à une opération militaire. Mais voilà, on voit bien que la protection des civils est vraiment très loin dans la préoccupation de l'armée israélienne. Et on va faire réagir deux Palestiniens et je vous donne la parole, Sarah. D'accord. C'est notre vie depuis 2 mois. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, le minimum pour manger. Les enfants n'ont pas de lait. L'aide, elle, va sous terre. Elle n'arrive pas jusqu'au peuple. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Et je m'adresse à eux aussi. Les gens commencent à couper des poteaux téléphoniques pour avoir un peu de bois de chauffage, pour se réchauffer, pour cuisiner s'ils ont quelque chose à disposition. Nous sommes donc à un niveau où la civilisation est sur le point de s'effondrer, où la société est sur le point de s'effondrer. Sarah Grira. Oui, plusieurs points. D'abord, vous avez évoqué en fait le droit d'Israël à se défendre. J'aimerais juste rappeler une chose, ce droit n'existe pas dans le droit international. Le droit à l'autodéfense ou ce que tout le monde aujourd'hui, dès le lendemain de l'attaque du 7 octobre, tout le monde a dit, tous les pays occidentaux ont dit Israël a le droit de se défendre. Non, ce droit n'est pas reconnu par le droit international. Par contre, le droit d'un peuple à disposer de lui-même et à lutter pour sa libération, y compris par la lutte armée, ça c'est reconnu par l'ONU. Israël n'est pas un État qui a été envahi par un autre État pour invoquer une légitime défense. C'est un État occupant qui est colonial c'est un contexte de colonisation, mais selon le droit international, Gaza est sous occupation depuis 1967, même si les militaires ne sont pas physiquement présents dans la bande de Gaza. Et donc, ce que fait Israël ne peut pas être présenté présenté comme de la légitime défense. Sur la stratégie militaire, je ne sais pas si on peut vraiment dire que détruire le Hamas soit un objectif militaire vraiment réaliste ou rationnel. Et puis, c'est assez flou. Je veux dire, dans quelle mesure vous pouvez... concrètement, en fait, c'est quoi le jour d'après, le lendemain, comment va être géré Gaza et où vont partir toutes ces personnes-là? Parce que quand on dit on prévient les civils avant de les frapper, déjà grand seigneur, je veux dire, comme disait un humoriste égyptien, Bassem Youssef, est-ce que si Poutine avait prévenu les Ukrainiens avant de les bombarder, est-ce que ça aurait rendu les choses moins graves? Et puis, ils les préviennent pour qu'ils partent où, en fait? Parce que c'était ça le discours à la base, partez du nord, allez vers le sud, et même pas dans le sud, c'est sur le chemin, ils ont été bombardés et tués. Et puis, c'est une prison à ciel ouvert, Gaza, vers où ils vont partir, puisque
absolument tout le territoire aujourd'hui est bombardé. Ça, une carte interactive a été mise à disposition pour dire aux civils vers où évacuer, mais finalement, la plupart n'ont même plus accès à mais en leur plus, ils n'ont téléphone même pas le mobile. téléphone. Donc, Ils n'ont plus de ils ont pas le téléphone. téléphone, Les connexions ils peuvent sont pas coupées. comprendre. Et puis il faut imaginer la situation de chaos dans laquelle on est. Donc, on ne va pas brancher son téléphone avec des lignes intermittentes pour essayer de voir si vous êtes dans telle partie. Franchement, quand on est en situation, on s'est tous trouvés sur le terrain dans des situations difficiles qui n'ont rien à voir avec ce que vivent aujourd'hui les gens de Gaza. Franchement, c'est vrai que c'est un peu difficile de dire, attendez, stop, au milieu des bombardements, je dois aller où? Et puis, en plus, on sait très bien que cette zone qui a été délimitée pour effectivement l'évacuation des personnes est une zone où il n'y a pas de latrine, où il n'y a rien qui est construit. Donc, à partir du moment où on fait un camp de réfugiés, entre guillemets, mais où il n'y a rien pour qu'ils s'y réfugient, ni latrine, ni soins, ni rien, ça devient un lieu épidémique. Enfin, tous les humanitaires vous le diront. Donc, il y a des gens qui préfèrent rester chez eux, quitte à mourir. En revanche, je voudrais revenir sur un point. Effectivement, peut-être qu'il y a l'occupation, on peut remonter au 19e siècle pour parler de l'occupation. Mais enfin, Israël était reconnu dans ses frontières, en tout cas de 1947, par la communauté internationale. Et là, c'est un droit. Après qu'effectivement, Gaza, la Cisjordanie, alors là, c'est réellement un autre problème. Et on oublie souvent, effectivement, que Gaza était une poudrière, puisque enfermer des gens dans aussi peu de mètres carrés avec un mur et comme ça, soi-disant infranchissable, on a bien vu qu'il était franchissable, effectivement, là, c'était courir au risque que tout ça allait exploser. Alors, et effectivement, ça a explosé. Et quant à éradiquer ou décapiter le Hamas, là, je crois qu'il y a une volonté qui touche à la volonté de vengeance, j'irais même plus loin, pour faire en sorte que ces chefs qui ont commis l'horreur du 7 octobre, eh bien, que ces chefs militaires et politiques du Hamas soient punis. Et s'il faut pour cela tuer des civils, je crois que les autorités aujourd'hui israéliennes s'en moquent. D'ailleurs, elles se moquent aussi de leurs otages, en quelque sorte. Donc, j'irai même plus loin, alors qu'on sait que pour les Israéliens, un corps ils même continuent mort en tout cas est très important. Continuent publiquement, en tout cas, de plaider pour leur libération et de tenter, de dire qu'ils le tentent. Ce matin, un soldat est mort lors d'une opération. On ne peut pas arriver à éradiquer le Hamas. Ils sont à Gaza, enfin, ils sont au Qatar, ils sont... Et au-delà de ça, est-ce que justement, au-delà de ça, Patricia, est-ce que ce qui est en train de se passer en ce moment même, ce qui est imposé à la population civile, ce n'est pas recruter, certains analystes en tout cas dressent ce constat, ce n'est pas recruter de futurs militants, de futurs combattants du Hamas. On ne peut pas lutter contre une idéologie. Cette guerre, c'est une fabrique de la haine. En héritage. C'est une fabrique de la haine. Il fallait voir quand on est à Gaza. Effectivement, il y avait des gens qui écoutaient de la musique. Enfin, on connaît comment il y avait une vie aussi quand même vivante, mais il y avait des gens qui s'étaient tapé 3 fois leur maison détruite, quoi. Et ben, si vous voulez, pour être fair-play quand on vous est... Moi, j'avais rencontré un psychiatre qui m'avait dit « Je ne fais que les réparer pour la prochaine guerre. » Vous voyez, bon, c'est... La situation, on ne se rend pas compte. Je veux dire, j'aimerais que tout le monde passe un jour le checkpoint d'Erez pour se rendre compte de ce qu'est Gaza. Juste une phrase pour aller dans le même sens. Il y a eu un article de Gideon Levy, donc l'éditorialiste israélien, hier dans Haaretz, qui avait fini son article en parlant des enfants de Gaza. Ils vont nous haïr pour des générations à venir et ils auront raison. Je crois que ça résume tout. Et le quotidien Haaretz, c'était un quotidien de centre-gauche. Oui, plutôt classé à gauche. C'est ce vers quoi on va se diriger, vers une génération de jeunes Palestiniens qui va haïr les Occidentaux pour toutes les valeurs qu'ils ont prônées lorsqu'il n'était pas question de cette région du monde. C'est difficile. Moi, je ne fais pas de pronostic. On peut effectivement se dire, on sait que, par exemple, le chef militaire du Hamas est quelqu'un qui a perdu toute sa famille et qui a décidé et qui est rentré dans une logique de vengeance absolue et qui a sûrement un projet politique aussi derrière, évidemment. Mais donc, effectivement, on voit bien que la violence, en général, crée la violence et que actuellement, la violence est vraiment une violence extrême qu'on a vu aussi à Alep lorsque Alep était bombardé par les Russes, ou qu'on a vu à Mossoul lorsqu'il a fallu déloger Daesh. Oui. Donc voilà, on est dans des situations effectivement où les populations civiles sont piégées face à une force militaire extrêmement puissante et qui ne s'encombre pas trop de prendre des précautions pour protéger les civils. Donc de fait, c'est très vraisemblablement pour un certain nombre quand
quand on a vu les images des hommes tout à l'heure qui étaient emmenés en sous-vêtements pour être ensuite interrogés, bien sûr qu'on peut imaginer l'humiliation que ça représente et derrière les sentiments que ça peut développer. Après, ne soyons pas des prophètes de malheur et il faudrait quand même qu'un jour, il y ait des paroles de paix aussi qui soient prononcées. Enfin, voilà, alors c'est pas demain, c'est pas après-demain, mais et en attendant, il y a urgence. Un jour, il faudra quand même que l'évolution se fasse par l'échange, les discussions, le dialogue. Ah oui. Mais c'est une des problématiques du fait de justement avoir classé le Hamas comme groupe terroriste, c'est que quand vous classez un groupe ou un parti politique comme terroriste, c'est que La branche armée, Sarah, ou l'ensemble, parce qu'il y a une branche politique aussi, oui, parce qu'avant, avec laquelle au début, on a la quand même France négocié. avait juste classé Azir Qassam, la brigade Qassam comme groupe terroriste, et ensuite c'était tout le Hamas. Donc, de même aussi pour le parti politique, et justement c'est là où c'est problématique. À part, on peut, je pense, disserter pendant longtemps sur ce qu'est le terrorisme, c'est quoi la définition de terrorisme et qui classe quelle organisation ou quel groupe comme terroriste. Mais du coup, à partir du moment où on classe le Hamas comme terroriste, ça veut dire que on ne négocie pas avec le Hamas, on ne discute pas avec eux, et donc si on vous discutez pas avec eux, comment vous voulez arriver à une possible négociation ou un possible On a négocié dialogue, avec eux, mais par le biais d'un tiers, par le Qatar négocie notamment. avec eux, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que une les hypocrisie. Européens, parce qu'en fait, il faut aussi rappeler que les États-Unis et l'Union européenne ont classé le Hamas comme groupe terroriste, mais pas l'ONU. L'ONU ne considère pas le Hamas comme groupe terroriste. Et puis, Israël négocie avec le Hamas, mais l'Union européenne est plus royaliste que le roi, ne négocie pas avec eux. Avec qui alors elle va négocier? Avec l'autorité palestinienne qui joue les flics pour Israël en Cisjordanie? Et qui est totalement discrédité aujourd'hui. Il faudra de toute façon s'entendre et se retrouver à un moment ou à un autre. Tous les conflits se finissent par une séquence de négociations. Laure, je vous donne la parole. Oui, je vais vous présenter 4 dessins sur ce qui s'est passé là ces derniers jours. Un premier dessin du dessinateur français Urbs, qui nous montre qu'après la trêve, les combats ont repris de plus belle. Et Urbs le dépeint avec l'ironie qui le caractérise. Les frappes sur Gaza ont repris de plus belle. On discute, et on prend du retard, comme si la trêve avait été une sorte de perte de temps pour l'offensive armée israélienne, qui sait sans doute, par ailleurs, que le temps lui est compté. Un autre très très grand dessin du dessinateur algérien Dilem pour Le Monde. En fait, en voyant ce dessin, on se dit qu'il n'y a pas meilleure image que celle de l'impasse, et pourtant elle est toute bête à convoquer, mais c'est en tout cas l'image de l'impasse pour décrire l'offensive donc dans le sud de l'enclave. Il dit tout avec beaucoup de force, je trouve, ce dessin qui est paru dans Le Monde cette semaine. Un autre dessin de Chapat, dessinateur suisse pour Le Temps, de ce chassé-croisé sordide entre les chars israéliens et puis l'ambulance unique de la Croix-Rouge qui vient dénoncer par la disproportion des moyens employés le drame humanitaire qui se joue. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur américain Cal pour The Economist sur la violence de l'offensive israélienne qui embarrasse quand même de plus en plus les États-Unis malgré tout. On voit que l'oncle Sam prévient Netanyahou comme on gronde un enfant capricieux. Bibi, n'oublie pas que tu devras reconstruire Gaza. Bibi, allô, etc. Mais c'est pas sûr que ce soit Bibi qui aura à reconstruire Gaza. On verra bien ce qui se passera. En général, c'est nous. En général, c'est ça. Et le Qatar. Et le Qatar. On pourrait en reparler encore pendant plusieurs minutes. On va quand même passer au sujet suivant parce que c'est aussi ce qui a dominé l'actualité. C'est cette mise en péril du soutien américain à l'Ukraine parce que autre région du monde, autre conflit en cours. L'Ukraine, le sentiment peut-être d'être seul. Les Américains, ou en tout cas le président Biden, tente d'obtenir ce soutien financier, mais un blocage en cours est à constater au Congrès américain. Je vous propose d'écouter tour à tour le président Biden et le président Zelensky. Le Congrès doit approuver une aide financière supplémentaire pour l'Ukraine avant les vacances de Noël. C'est aussi simple que ça. Très sincèrement, je pense que c'est ahurissant d'en être à cette situation. Le Congrès et les républicains au Congrès sont enclins à donner à Poutine le plus beau cadeau qu'il pourrait espérer, en abandonnant notre rôle sur la scène internationale. Soyez-en sûrs, le vote d'aujourd'hui restera dans les mémoires et l'histoire jugera sévèrement ceux qui auront tourné le dos à la liberté. Nous ne pouvons pas laisser Poutine gagner.
L'Ukraine peut se défendre, repousser les assauts russes et obtenir des résultats significatifs grâce à votre soutien. La Russie n'espère qu'une chose, que l'année prochaine, le front du monde libre s'effondre. La Russie pense que les États-Unis et l'Europe montreront leur faiblesse et n'apporteront pas suffisamment d'aide à l'Ukraine. Et pour lancer cette discussion, je voudrais vous citer, Jean-Christophe. L'hiver tombe sur l'Ukraine et un épais brouillard entoure ces dernières semaines le devenir de la guerre qui s'y déroule. Ce sont vos mots qu'on peut lire dans La Croix. Cette phrase, elle résume ce qui est ressenti aujourd'hui à Kiev. Oui, on a vu qu'il y a beaucoup d'interrogations en Ukraine même sur, non pas sur la poursuite de la guerre, mais sur le fait que la contre-offensive de l'été a échoué. Il y a un certain nombre de civils qui s'interrogent sur l'effort de guerre, mais ce qui domine en même temps, et c'était le sens de la chronique effectivement que j'ai écrite pour l'Hebdo de la Croix, c'est en même temps le sentiment de résilience très important de la population. C'est-à-dire que dans la population, il y a les souffrances de la guerre, il y a les missiles qui continuent à tomber, les drones tous les jours qui tombent sur des points différents de l'Ukraine, il y a la guerre de tranchées presque sur différents fronts, mais il y a aussi très profondément ancré le sentiment qu'il ne faut pas céder face aux Russes parce que si les Ukrainiens cèdent, c'est toute leur identité, c'est leur existence même en quelque sorte qui est menacée derrière. Et donc c'est vraiment pour eux la perception d'une... Ils ont vraiment réfléchi, ils considèrent vraiment dorénavant la Russie, alors que c'était deux peuples qui étaient très proches, ils considèrent vraiment dorénavant la Russie comme un peuple qui n'a pas cessé depuis des siècles, et notamment au XIXe siècle, d'essayer de supprimer l'existence de l'identité ukrainienne. Et donc, ils sont vraiment les civils, vraiment, moi j'ai discuté avec un certain nombre d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes très récemment, c'est très naturellement qu'ils disent, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut vraiment continuer à résister, parce que le jour où on lâche, vraiment, en gros, les Russes nous bouffent, et ce sera fini pour nous. Patricia ? Oui, je ne suis pas loin de partager. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a une autre musique, parallèlement à celle que vous décriviez, qui est en fait, l'Ukraine, c'est fini. Grosso modo. L'Ukraine, c'est fini. En Occident, ouais. En Occident. L'Ukraine, c'est fini. Poutine va gagner. L'Ukraine doit négocier. Pourquoi ? Bien parce qu'effectivement, les États-Unis rentrent en campagne électorale, donc les démocrates vont se déchirer, les républicains vont aller derrière Trump qui veut grosso modo s'arranger avec Vladimir Poutine et finir la guerre. Quant aux Occidentaux, vous voyez, ils sont tous les Européens, ils sont en train de se diviser avec Orban, avec tous les nouveaux régimes populistes, sauf l'Italie qui n'est pas dans cette optique-là. Donc, on ne va pas revoter aussi les crédits à Bruxelles. Et voilà. Et il y a cette musique d'ambiance qui est en train de se répandre. Et alors moi, c'est drôle, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout je pense qu'on trouvera une solution aux États-Unis parce que déjà Joe Biden a dit qu'il avait les propres crédits de la Maison-Blanche et qu'il pouvait commencer à en débloquer une petite somme, ce qu'il a fait très récemment, 170 millions. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien. Ça permet de faire la soudure. Les Européens ont déjà trouvé peut-être une petite solution pour faire des aides en bilatéral, en quelque sorte, pour échapper au veto d'Orban. Peut-être qu'Orban finalement changera d'avis, on verra bien. Mais ça veut dire que ce serait un service minimum, et donc je crois que l'Ukraine, on va continuer à lui assurer son soutien pour en finir, et que surtout l'Ukraine va tenir, parce qu'elle n'a pas le choix, sauf s'il y a trop de zizanie au sein des têtes qui dirigent l'Ukraine. Je veux dire par là le chef d'état-major, le président ukrainien, et peut-être le maire de Kiev qui fait entendre sa musique, et l'ancien président ukrainien. Le danger, il est plus là, à la limite, que militaire. Ils vont tenir. C'est la Rasputza. Après, ça va être le sol dur. Ils vont tenir. Parce que vous évoquez la résilience et la résistance des Ukrainiens, mais jusqu'à quel point elle peut tenir s'il y a justement c'est que deux luttes en interne. La Seconde Guerre mondiale, c'était 4-5 ans. Enfin, je veux dire, on est aujourd'hui dans un monde pressé. Mais avoir les guerres, c'est long, c'est terrible. Oui, mais le nombre de morts continue peut-être. Mais ce que nous dit tout à l'heure en off notre correspondant. Le nombre de morts a été terrible durant 4-5 ans. Donc en off, il n'envisage pas de cesser le feu ou de négociation avec la Russie en off. Je pense que tout État, toute situation, il y a des voies parallèles. Mais pour l'instant, Poutine ne veut pas négocier, c'est ça le problème.
Et s'ils négocient un cessez-le-feu, ce serait pour recommencer après. Il n'y a pas de raison que ça change. Oui, sur le temps, en fait, c'est intéressant. Je pense effectivement il faudrait peut-être pas confondre en fait le temps médiatique avec le temps politique. C'est-à-dire que Mieux résumé. c'est comme nous, peut-être dans notre couverture en fait de l'actualité, il y a cette idée que il y a un conflit qui chasse l'autre et effectivement aujourd'hui tous les regards sont braqués sur Gaza et donc on oublie un peu ce qui se passe en Ukraine. Mais ça ne veut pas dire que pour autant c'est la réalité pour les Ukrainiens sur le terrain. Il y a aussi peut-être les effets d'annonce aussi qui jouent là-dessus. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on avait Poutine d'un côté qui nous parlait de guerre éclair et que il va faire une bouchée de l'Ukraine et que en 2 semaines ça va être plié. Et de l'autre côté aussi, il y avait quelque part une sous-estimation, surestimation ou sous-estimation selon les médias ou selon les pays des capacités militaires russes. Et du coup, je pense qu'au début, personne ne s'attendait, dans les commentateurs en tout cas, à ce que ça dure aussi longtemps. Et le fait que, du coup, justement, ça dure parce que c'est une guerre et que on n'envahit pas un pays comme ça aussi facilement sans s'attendre à ce que sa population résiste. Donc, c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et puis, avec effectivement les enjeux internes qui vont justement s'inviter sur cette question-là. Pour les États-Unis, c'est effectivement la réticence du Parti républicain pour des questions internes de vote sur l'immigration, etc. Une campagne électorale qui approche. Et avec aussi. la campagne électorale qui arrive. Et puis, pour l'Union européenne, c'est effectivement Viktor Orban. Alors, il y a aussi les Allemands, mais effectivement, il y a Orban qui il est en embuscade, Orban. Il est là à tenter de saborder ce qui peut. Il y a un peu ce côté. Pourquoi vous faites du favoritisme avec l'Ukraine? Pourquoi moi on me refuse certaines aides, etc. Parce que je n'ai pas rempli toutes les conditions, alors que l'Ukraine ne remplit pas les conditions. Et c'est vrai que ça pose question en fait quelque part. Alors évidemment c'est Orban qui le dit, mais il y a aussi ce problème-là qui s'invite, c'est que aujourd'hui la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est devenue en fait politique. Alors que théoriquement, pour adhérer à l'Union européenne, il faut remplir un certain nombre de critères, et des critères que l'Ukraine ne remplissait pas forcément avant la guerre. Et on peut Est-ce que la guerre crée une situation d'exception ? Mais justement, du coup, elle l'a créé dans les 2 cas, la situation d'exception. C'est-à-dire que oui, il y a un soutien que veulent montrer les pays de l'Union européenne, mais comment on peut cocher les critères ou remplir les critères de démocratie, etc., dans un pays qui est en guerre et qui déjà avant la guerre ne les remplissait pas. Donc, en même temps, c'est quand même un pays démocratique. Effectivement, il y a un président qui a été élu, il y a un parlement qui fonctionne. Enfin bon, il y a une presse qui est libre, vraiment. Qui repousse aussi des élections. Au Monténégro aussi. Enfin, il y a plein d'autres pays. Et en Turquie, il y a des élections aussi. La Turquie aussi, il y a des élections. Vous sembliez mettre en question le fait que l'Ukraine est une démocratie. Moi, je pense que c'est une démocratie. En fait, ça dépend du sens. Non, c'est une démocratie, il y a des élections, etc. Oui, c'est une démocratie libérale. Après, moi, je parle vraiment des critères. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne. Non, mais les critères d'adhésion, c'est autre chose. Oui, d'ouverture des négociations. Oui, alors, elle est candidate officiellement depuis le mois de juin. Et à qui on demande d'aller plus loin dans l'économie de marché, dans l'organisation. C'est l'Union européenne qui le dit. C'est bien une démocratie et on lui demande effectivement de remplir un certain nombre de règles. Oui, mais je parlais de ça, en fait, des critères qu'elle devait remplir pour adhérer à l'Union européenne. Donc, effectivement, il y a le Conseil européen la semaine prochaine, donc les 14 et 15 décembre. Et donc, il va y avoir une question, effectivement, qui va être posée pour l'Ukraine, mais aussi pour un certain nombre d'autres pays, effectivement, des Balkans, pour la Moldavie. Et donc, sans doute, une tractation. Enfin, là, Viktor Orban était à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Voilà, c'est pour vraiment discuter un peu de Viktor Orban, il est souvent dans une logique, on dit transactionnelle, c'est-à-dire je te donne ça, tu me donnes ça. Et pour le moment, sur l'aide à l'Ukraine, il a toujours dit oui à la fin, mais souvent en faisant un petit peu monter les enchères pour ses intérêts nationaux, mais parfois aussi pour ses intérêts personnels, parce que c'est quelqu'un qui dirige son pays aussi de façon un peu comme un kleptocrate. Et ça veut dire qu'il fallait le contenter avant le sommet de la semaine prochaine pour éviter qu'il puisse dire ça comme ça, mais on peut le dire de façon... effectivement, puisqu'il faut l'accord de tous,
On peut s'en passer. La diplomatie, c'est parfois de discuter avec celui dont vous partagez absolument pas les opinions, mais où vous vous dites, de quoi tu as besoin et qu'est-ce qu'on peut te donner. C'est vrai que l'Europe préférait que tout le monde soit d'accord et ne pas aller vers des aides de type bilatéral, qui est l'option qui pourrait se produire si Orban continue à s'opposer, parce que montrer une Europe désunie, qui va être content ? Eh bien, c'est Vladimir Poutine. Donc, il vaudra mieux rester effectivement unis. Mais le problème de l'adhésion et de réponse aux critères, on peut comprendre que les pays des Balkans soient pas très contents de voir qu'on favorise l'Ukraine au nom de quoi. Et Orban met le point sur la corruption qui règne encore massivement. Et alors, est-ce que justement ça a illustré vos dessinateurs de presse ? Alors oui, vous avez un petit premier dessin du dessinateur Rodo, et pendant ce temps-là, sur le front ukrainien, on pourrait l'appeler, le soutien à l'Ukraine faiblit, et là on voit effectivement Zelensky qui regarde au loin dans les jumelles. Vous regardez si les Russes reculent? Non, je regarde les Alliés qui n'avancent plus. C'est un petit peu, effectivement, on palpe quand même l'inquiétude et le sentiment d'abandon qui saisit l'Ukraine depuis quelques temps. Un autre dessin du dessinateur français James C. Sur le fait que les fonds républicains se soient littéralement assis sur l'aide à l'Ukraine en bloquant un nouveau plan d'aide au Congrès ces jours-ci. Voilà, c'est éloquent. Il suffisait simplement de traduire en dessin l'expression « s'asseoir sur », ce qui est fait. Puis pour terminer, un dessin du dessinateur belge Vado pour l'Écho, alors que la guerre en Ukraine s'enfonce dans son 3e hiver. Voilà, vous voyez que Vado représente un Zelensky réduit à faire la manche dans un froid polaire, tandis que Poutine, lui, on en parlait, lui, il est bien au chaud, il se frotte les mains, il se réconforte à la lecture d'un livre, je ne sais pas si on le voit à l'antenne, qui est titré « L'art d'être patient », peut-être en attendant son 5e mandat, puisqu'il se représente pour un 5e mandat. Ad vinam aeternam. Mesdames, Monsieur, cap sur Dubaï. Après une petite journée de trêve, les négociations ont repris. Justement, je vous propose d'écouter à ce propos le président de cette conférence des Nations Unies pour le climat, Sultan Ahmed Al-Jaber, qui appelle les États à sortir de leur zone de conflit. En somme, il est presse même d'agir au plus vite pour s'entendre sur un accord, parce qu'il y a urgence. Il faut s'entendre d'ici mardi prochain. On l'écoute. Je souhaite que les parties sortent de leur zone de confort et trouvent un terrain d'entente pour parvenir à un résultat ambitieux et équilibré. Voilà donc pour cette déclaration. Il se vantait aussi d'ailleurs de constater qu'on était déjà dans une réussite. C'était peut-être un petit peu prématuré, parce qu'il faut d'abord voir si on s'entend sur un sujet qui achoppe. Ce sont surtout les énergies fossiles, mais quand même, à mi-parcours, on peut déjà faire un premier bilan positif, notamment le fonds pour les pertes et dommages aux États les plus vulnérables. C'est déjà un pas en avant. Je vous regarde tous les crêpes, vous réagissez. Non, Oui, non, elle avance bien, cette COP ou pas? Il faut reconnaître qu'il y a quand même des avancées. Il y a ce fonds, effectivement, pour venir en aide à tous les États qui subissent finalement les effets négatifs du changement climatique. Il y a aussi cet engagement par un peu plus d'une centaine d'États, pas la majorité des, plus de la majorité des États représentés, pour en gros se lancer dans les énergies renouvelables. Et puis, il y a encore un dernier petit point qui était un peu positif, c'est effectivement l'histoire de la Colombie, qui a dit qu'elle ne ferait pas de prolifération des énergies fossiles ou quelque chose comme ça. Enfin, grosso modo, qu'elle ne se lancerait pas dans une exportation massive, etc. Donc, il y a des points positifs. Et ça, il faut quand même le saluer. Je crois que certains disent que c'est bien à peu près la première fois où il y a quelques points positifs. Alors, il faut savoir maintenant si ce fonds va être vraiment abondé. Parce que ce qui se passe souvent dans toutes ces réunions, c'est qu'on fait des grandes promesses, on annonce des tas de fonds, et puis, en fait, au bout de la prochaine COP, on s'apercevra que le fonds est ridiculement rempli, en quelque sorte, même si là, il y a eu quelques dons annoncés déjà. Donc, on peut reconnaître des points positifs, mais le paradoxe, c'est qu'effectivement, cette COP se passe au milieu du plus grand supermarché au monde, du gaspillage d'énergie. Et que l'on essaye tant bien que mal de dire on va lutter contre le réchauffement climatique sans jamais, je crois, effectivement poser le cap de la fin
des énergies fossiles. Ça, je crois que c'est le sujet tabou qui ne sera pas totalement abordé. On va peut-être dire il faut ralentir, on va peut-être trouver des mots. Si tant est qu'on trouve réduire, en fait. Oui. C'est ça, c'est si tout le débat. Si tant est qu'on trouve des mots. Mais tout l'idéal, ce serait effectivement, il faut en sortir à horizon 50, mettons. Et ça s'organise donc dans le plus grand supermarché du monde, climatisé. Oui, c'est ça qui est en plus. Oui, effectivement, mais je crois que justement, il y avait eu cette déclaration où le président de la COP disait que cette COP était déjà rentrée dans l'histoire ou qu'elle était déjà historique. Elle l'est en effet pour organiser une COP à Dubaï avec pour président quand même un ancien président d'une société de pétrole. C'est quand même assez extraordinaire. Je pense quand même que la symbolique est quand même importante. C'est-à-dire qu'on a dépassé en fait le stade où on essaie quand même de faire attention à la forme en fait et au symbole, et donc d'organiser quand même la COP à Dubaï. C'est complètement décomplexé, et ça a c'est été complètement assumé jusqu'au bout, cette hérésie et ça prouve il n'y a pas forcément une cohérence en fait entre la forme et le fond. Et effectivement, par rapport aux énergies fossiles, on se souvient, il n'y a pas si longtemps, en fait, au moment du Covid, on sortait du Covid, une planète nouvelle, un avenir nouveau. Il y avait eu toute une remise en question, en fait, de notre mode de consommation, de notre système économique. Et puis, il y a quelques années encore, il y avait tout un discours sur l'hydrogène vert, sur la transition économique qui était mise en avant, alors par le Sultanat d'Oman, même aussi par les Émirats, par de nombreux pays du Golfe. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on a complètement oublié ça et qu'on a vraiment reculé sur ça, et que même des dispositifs qui pouvaient être plus ou moins hypocrite jusque-là on a des énergies très polluantes, mais on va essayer en fait de racheter ça en dépensant et en essayant de les compenser. Il y a tout un mécanisme de compensation et d'émissions de CO2 en fait, pour compenser en fait les émissions de CO2. Même ça, on l'a abandonné, et aujourd'hui on revient vraiment à un modèle du monde d'avant en fait, et où il n'est plus du tout question de remettre en question notre usage des énergies fossiles, alors que on atteint quand même l'urgence climatique qui était juste là plus ou moins lointaine, elle se rapproche de plus en plus. Et on vit déjà les bouleversements climatiques. C'était aussi le moment de faire le bilan en ce qui concerne les accords de Paris 2015-2016, à tenter de contenir la température de la planète sous la barre des 2 degrés. C'est aussi votre sentiment, vous Jean-Christophe, ce que vient de dire Sarah, c'est qu'on est en train de faire le contraire, c'est qu'on est en train de faire un immense bond en arrière? Eh bien non. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a 2 choses qui se passent en même temps. Et si on prend les principaux pays émetteurs, la Chine, les États-Unis, l'Inde qui monte très très vite, eh bien ce sont 3 pays qui continuent effectivement à consommer très fortement les énergies fossiles, que ce soit le charbon pour l'Inde ou la Chine, que ce soit évidemment le pétrole et le gaz pour les États-Unis. Mais en même temps, ce sont des pays qui accélèrent et qui sont déjà des champions dans leur domaine. En ce qui concerne le photovoltaïque, par exemple, pour la Chine, la Chine vend du photovoltaïque à travers le monde. L'Inde a créé une alliance pour le solaire et donc veut vraiment utiliser aussi cette ressource. Et les États-Unis, avec le plan Biden, le fameux IRA, donc qui est un plan vraiment qui vise à investir massivement dans les énergies renouvelables et même dans les économies d'énergie aux États-Unis. Donc, en fait, on est un peu dans une période qui est de l'entre-deux, c'est-à-dire la prise de conscience est là, les investissements pour le renouvelable ou le nucléaire sont lancés, mais sur sa lancée, effectivement, le monde continue à utiliser l'énergie qui est la plus facile, parce que déjà le charbon c'est pas cher, parce que les installations sont déjà là, parce que visiblement construire une centrale à charbon en 3 mois vous la faites, une usine nucléaire ça prend 10 ans, et donc voilà, les enjeux effectivement sont quand même clairement posés, mais les dynamiques sont extrêmement lentes, et effectivement ce qu'on ne voit pas, c'est que des pays disent je suis prêt à ralentir mon rythme de croissance économique
pour utiliser moins d'hydrocarbures ou moins de charbon. Personne ne le dit. Mais tout dépend de quel pays, à quel pays on demande de faire cet effort, parce qu'il y aura Exactement. toujours ce clivage nord-sud. Tant que notre modèle économique n'est pas remis en question, et il n'est pas remis en question, surtout dans une COP comme ça, il n'y a aucune raison qu'on rentre en décroissance quelconque. Et d'ailleurs, je crois que une minorité, en tout cas, croit à la décroissance. Ce qui sera intéressant, c'est, on va voir ce qui va se passer jusqu'à mardi. Il n'y aura peut-être aucun signal envoyé aux investisseurs, parce que le problème, il est chez les pétroliers, chez les gros investisseurs qui sont ceux qui produisent de l'énergie tant fossile que gazière que charbonnière. Et s'il y a un signal qui est envoyé qu'il va falloir diminuer, eh bien, les marchés financiers vont réagir. Oui. Et les marchés financiers prêteront moins aux pétroliers. Paradoxalement, ça pourrait être presque les marchés financiers qui poussent les pétroliers à ne plus investir dans le pétrole. Mais on en est encore loin. C'est ce qu'il faudra surveiller là. Oui, je vais vous montrer 3 dessins. Un premier dessin du dessinateur français CAC pour l'opinion sur justement l'avenir des énergies fossiles et polluantes au programme donc d'une COP 28 à Dubaï. Ça tient effectivement un peu, ça fait effet ça tient du paradoxe comme mot que Patricia a prononcé à juste titre, du paradoxe même très cocasse que CAC représente ici très bien. Tout est affaire de perspective en gros. Et puis ce deuxième dessin que j'aime beaucoup du dessinateur bulgare Chavdar dans cet habile tour de passe-passe pour lutter contre les énergies fossiles. C'est peut-être quand même l'énergie nucléaire qui sort gagnante. Hein. Vous voyez, vous avez compris tout le symbole de l'énergie nucléaire dans ce dessin. Et puis pour terminer, un dessin du dessinateur suisse Chapat pour The Boston Globe qui revient donc quand même cette grande hypocrisie de cette COP. Guterres qui s'étoffe, qui s'échauffe et qui s'emporte. Face à ce réchauffement intolérable, nous devons agir. Et puis on voit que heureusement l'autre a la solution, monter la clim, ça va le calmer, quoi, en gros. Merci beaucoup, merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation d'être venus débattre sur le plateau de France 24. Restez avec nous sur France 24, Paris Direct continue. Moi j'avais vu un film